Le tableau d'ensemble de la situation et des enjeux commence à être bien brossé. Je vais revenir d'abord un peu quand même sur cette question absolument centrale et qui s'impose de plus en plus dans les débats et dans les combats. C'est donc la question de la répression. Mais la question de la répression, c'est essentiellement la question de la violence d'un État qui ne tombe pas, une violence qui ne tombe pas du ciel. J'ai été frappé en regardant la télé hier soir, parce que j'adore regarder BFM TV le soir en général, sur le déferlement médiatique et la haine qui s'exprimait dans la foulée de la journée de jeudi. Toutes les interventions des journalistes étaient intégralement centrées sur cette question de la violence et évidemment des 78 policiers blessés. Alors le manifestant, le jeune de Rennes qui a perdu son œil depuis à cause d'un tir de flashball, c'était bien mentionné. L'enquête IGPN ouverte, elle était mentionnée, de même qu'il y a quelques semaines, l'enquête ouverte suite à la sauvage agression par les flics du lycéen de Bergson avait suscité la réprobation morale de Cazeneuve, qui bien sûr n'est absolument pas responsable de ce genre d'excès. Eh bien, ce sur quoi les titres concluaient, c'était, j'en ai trouvé deux coup sur coup qui étaient assez représentatifs. Je cite, « Violence, les Black Blocs s'en prennent aux autorités et au système capitaliste. » Et juste après, les policiers en première ligne. Bon, voilà. Ce qui est important de voir, c'est que ça plante les coordonnées dans lesquelles, au plan médiatique, à une échelle de masse, la question de la violence qui s'exprime dans la mobilisation actuelle est traitée et est reçue. Un des combats extrêmement importants qu'on a à mener, c'est non seulement dans la rue être capable de s'organiser contre cette répression, mais c'est aussi un combat idéologique extrêmement important qui doit rappeler un certain nombre d'éléments fondamentaux. À savoir que la réalité, c'est qu'une société qui fonctionne à l'exploitation de la majorité par une minorité, qui opprime d'autant plus les secteurs ou les couches les plus affaiblies en général dans la société, est une société structurellement violente. La violence de classe, la violence raciale, la violence sexiste autour de laquelle et sur laquelle elle est organisée, c'est une violence qui, je dirais, dans les périodes de lutte de classe de basse intensité ou d'absence de mobilisation, c'est une violence qui reste invisible, alors que pourtant elle est permanente. Et pour ceux qui, par exemple, dans les banlieues la subissent au quotidien, ils savent bien, ils en font l'expérience, du contrôle aux faciès à tout ce que vous pouvez imaginer. On sait bien que c'est le lot quotidien. Mais à une échelle plus large, c'est l'invisibilisation de cette violence qui prédomine. Il y a une phrase d'une chanson que j'aime beaucoup de La Rumeur, que vous connaissez sûrement, qui disait « La meilleure des polices, c'est quand les pauvres savent rester à leur place sans avoir besoin de les matraquer. » Dans un contexte de mobilisation comme aujourd'hui, on est dans un contexte où les contradictions sur fond de crise s'aiguisent, où la situation devient explosive et où les pauvres refusent de se laisser matraquer et de rester à leur place. Eh bien, quand les pauvres, quand les jeunes refusent de rester à leur place, eh bien, c'est à ce moment-là que la société dévoile toute la violence qu'elle porte de façon structurelle en elle. Et en l'occurrence, une des batailles idéologiques à mener, c'est de rappeler encore et toujours à une échelle de plus en plus large que la première violence dans la situation actuelle plus conjoncturelle, c'est celle de la loi travail combinée à celle de l'état d'urgence. Et ça, c'est une chose sur laquelle il faut réussir à faire entendre le plus largement possible. Alors Vincent l'a évoqué, ça a été évoqué par tout le monde, par tous les camarades. Dans la dernière période, dans la première partie de la mobilisation depuis mars, dans un certain nombre de situations, la jeunesse s'est retrouvée isolée dans la rue, et plus elle s'est retrouvée isolée, plus elle a constitué une cible, évidemment, du gouvernement.
avec une répression qui s'est, à échelle de plus en plus industrielle, systématique, méthodique, pensée, etc., par rapport à laquelle, évidemment, tous les travailleurs ne sont pas indifférents, loin de là. Dans les villes, localement, il y a des batailles qui se mènent, y compris au niveau syndical, avec des profs, avec des universitaires, des enseignants qui sont dans la rue avec les étudiants, on va dire à l'occasion de ces 11 journées de mobilisation qui ont été évoquées. Mais à l'échelle nationale et à l'échelle du calendrier qui a été fixé par les directions syndicales, c'est pas cette bataille commune contre la répression et des jeunes et des travailleurs qui est menée et qui est portée comme un des axes clés de la situation. Donc c'est sur la base de ce constat-là, c'est-à-dire de cet isolement de la jeunesse qui subit cette agression et ces violences policières, que j'ai pris l'initiative avec quelques collègues universitaires, certains plus connus médiatiquement, pour proposer une tribune qui est parue donc dans Libération il y a un peu moins de 2 semaines, qui s'intitulait Un pouvoir qui matraque la jeunesse est faible et méprisable. Ce qui était important, l'objectif de cette tribune, c'était justement d'essayer de percer la croûte médiatique et la chape de plomb pour essayer de porter une parole de dénonciation sans aucune forme de concession de cette répression, et porter une parole qui commence à être un peu plus audible et qui servent d'interpellation, non seulement de l'ensemble du milieu universitaire et éducatif, qui, c'est pas sa majorité jusqu'ici quand même qui s'est positionné clairement sur ce terrain-là, mais aussi interpeller plus généralement les responsables dans le mouvement, notamment les directions syndicales. Et ce qui a été frappant, c'est la vitesse à laquelle énormément de gens, énormément d'universitaires, mais aussi des syndicalistes, des militants associatifs, des artistes, des médecins, ont réagi extrêmement positivement, ont été extrêmement réceptifs à cette tribune qui s'est de fait transformée en un appel contre la répression. C'est fait qu'en l'espace de 36 heures, il y avait plus de 300 personnes qui s'étaient associées publiquement, nominalement, qui n'avaient pas peur d'assumer publiquement l'engagement dans cette démarche. Et dans les jours qui ont suivi, c'est plus d'1 millier de personnes qui s'y sont joints. Et il pourrait y en avoir encore beaucoup plus maintenant. Par exemple, si ça se transformait par exemple en pétition, ce qu'on n'a même pas fait pour l'instant. Par contre, cette dynamique-là, c'est un indicateur du fait qu'effectivement, il y a une réceptivité, il y a une disponibilité, et pas simplement une nécessité de mener une campagne nationale, unitaire, étudiants, lycéens, jeunes, travailleurs, contre la répression, parce que c'est une campagne éminemment politique. C'est une campagne contre le bras armé du gouvernement qui lui-même est le bras armé du patronat. C'est une campagne politique qui est indissociable de la bataille donc, contre la loi travail. Mais ça doit être l'occasion aussi, en menant cette campagne, comme le disait Capucine à l'instant, la question c'est pas simplement de se protéger des flics dans les manifestations. La question c'est comment on fait en sorte qu'il n'y ait plus de commissariat, qu'on les détruise tous. Et donc ça pose la question de comment on transforme en quelque sorte une campagne de défense, une campagne de résistance en point d'appui pour passer à l'attaque contre non seulement la loi El Khomri, mais aussi son monde et son monde répressif en particulier. Alors, il y avait un autre aspect sur lequel je voulais dire quelques mots. C'est sur la question des intellectuels. C'est-à-dire, c'est une question qui est intéressante, et c'est surtout que c'est une question classique, c'est pas une question nouvelle. Vous avez sûrement vu, peut-être entendu dans les derniers jours, il y a une offensive au plan médiatique, une offensive de la part des médias les plus réactionnaires, contre certaines figures publiques de la mobilisation, pour reprendre la formule
de quelqu'un qui aurait mieux fait, pour le coup, de s'arrêter à ce qu'il a fait quand il était jeune, Romain Goupil, qui a déclaré publiquement que Nuit debout était manipulé par quelques gourous. Voilà. Le propre de la réaction, c'est effectivement de s'attaquer à ces figures, à ces figures publiques, non seulement pour les discréditer, mais aussi, la façon dont la condamnation est menée n'est pas simplement réactionnaire sur ce terrain-là. Dire que la mobilisation est manipulée par quelques gourous, c'est dénier la capacité aux masses qui se mettent en lutte, qui entrent dans la mobilisation, d'être des véritables sujets politiques de cette mobilisation et de construire un rapport conscient à ceux qui, par leur position sociale, par leurs travaux, et en l'occurrence des figures intellectuelles comme quelqu'un comme Lordon, évidemment, de construire la façon dont la combinaison entre ces interventions sur la scène médiatique et la mobilisation réelle peut produire des effets de plus en plus explosifs par rapport au combat qui a mené. Alors, à l'opposé, il y a un autre type de critique, mais qui est en quelque sorte qui tourne autour de la même question. C'est effectivement, de l'intérieur du mouvement cette fois, la peur de la récupération, la peur de la personnalisation, du culte de la personnalité. C'est un problème, c'est un risque qui existe intrinsèquement. Quand des personnes, pour différentes raisons, de fait, se retrouvent en position de porte-parole. Mais là encore, la bataille politique, c'est de faire en sorte que les figures publiques qui peuvent s'appuyer sur un capital culturel ou autre, soient de véritables, je dirais, militants organiques de la mobilisation au travers de la position qui est la leur. Et c'est en ce sens-là qu'il y a une phrase de Sartre qui était sûrement la figure la plus emblématique de l'intellectuel qui se met au service des mobilisations tout en ayant sa position d'intellectuel. Il disait, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas des intellectuels et des masses. Il y a des gens qui veulent des choses et ils sont tous égaux. En revanche, dans la société capitaliste, qui est construite sur la division du travail manuel et par exemple, le travail manuel et le travail intellectuel, eh bien, il faut s'appuyer sur ceux qui ont un certain nombre de ressources pour contribuer à dépasser le système dans lequel on est, en vue de construire quoi? Au travers de la mobilisation, qui doit aussi l'incarner, la figure qui serait la plus progressiste qui soit de l'intellectuel, à savoir l'intellectuel collectif. Voilà. Donc c'était pour donner des éléments sur ce point, sur cette question des intellectuels, parce que plus la mobilisation va avancer, plus ce sera un des points potentiellement ça peut être un point de clivage, il faut savoir prendre position politiquement par rapport aux problèmes qui peuvent y être associés. Alors, je vais terminer sur une remarque, là aussi dans le prolongement de ce que disait Jean-Baptiste dans son introduction sur Nuit debout, de ce que disait Capucine également tout à l'heure. J'ai découvert pour la première fois la place de la République hier soir sous la pluie, juste avant que toutes les portes soient fermées. Je suis parti au bon moment, un peu par hasard, et qu'il y ait encore une fois cette opération répressive dont vous avez peut-être entendu parler. Et il y a une chose que je n'avais pas vue à Nuit debout Toulouse, où c'est vraiment beaucoup plus petit, c'est tout un ensemble de pins, d'autocollants, de machins utopistes debout. J'avais pas vu que ça existait. Et je trouve qu'en fait c'est un élément assez représentatif de ce que représente Nuit debout. C'est-à-dire c'est un creuset où se brasse tout un ensemble d'aspirations à une autre société, à une autre façon de concevoir la démocratie, la politique, etc. etc. Donc c'est un creuset d'utopie qui révèle effectivement une chose, c'est que la profondeur
de la contestation contre le système capitaliste est quelque chose qui commence à se cristalliser. Et en ce sens-là, je suis absolument... il me semble extrêmement important d'insister sur le fait que quelque chose est effectivement en train de changer dans ce pays en ce moment. L'idée que le capitalisme soit indépassable, qu'il n'y ait pas d'alternative, etc., ce soit complètement... comment dire, illusoire d'imaginer que quelque chose d'autre puisse exister, ça c'est une idée qui commence à s'affaiblir. C'est un point d'appui extrêmement important pour nous, pour avancer non pas sur le terrain de la défense, mais sur le terrain de l'attaque, pardon. Et quand Capu dit, voilà, enfin, la question c'est comment on change la société. Alors, je ne sais pas si effectivement, enfin je pense que ça ne peut pas faire de mal à certains moments de voter l'abolition du salariat ou la révolution, en conscience du fait, personnellement je l'ai fait quand j'étais lycéen étudiant, Tu n'as pas mis intrinsèque. Je n'ai pas pu le mettre en pratique jusque-là, mais par contre, la situation actuelle doit être l'occasion aussi d'accumuler des forces pour pouvoir concrétiser cette perspective-là, concrétiser l'idée d'un mai 68 qui ne se limite pas à mettre à réussir à imposer une dynamique de grève générale, mais qui aille au-delà de ça encore jusqu'au bout. Au bout de quoi? C'est-à-dire dans la perspective de la révolution ouvrière, la révolution socialiste, qui est quand même l'un des, peut-être la perspective la plus ambitieuse qu'a portée l'humanité consciente dans sa dernière période, à partir du milieu du 19e siècle, justement au moment où les premières utopies socialistes s'étaient élaborées chez un certain nombre de penseurs, mais des utopies qui, sans se confronter à la réalité politique, resteront des vœux pieux, tant qu'il n'y aura pas une démobilisation et la construction de tout un ensemble de cadres d'organisation qui permettront de passer au concret. Et je pense que le défi qui s'ouvre à nous et la façon dont on peut utiliser un média comme Révolution permanente à une échelle beaucoup plus minimale peut-être par rapport à cet objectif ambitieux, ça doit être évidemment tendu vers cette perspective-là.